Au moins 10 civils ont été décapités dans une double attaque des terroristes de ADF dans les villages de Upende et Ilangé, près de Mbao, dans le Nord Kivu. Un bilan qui pourrait toutefois s'alourdir selon les sources sur place. Nous parlerons également dans ce journal d'une réunion d'urgence de sécurité tenue par le commandant des opérations dans la province. Le marché municipal de Matete, un des principaux dans la ville de Kinshasa, a pris feu dimanche dans la soirée. Ce matin, tous les étalages se sont transformés en cendres, causant désolation des nombreuses familles qui utilisent ces lieux de négoce pour prendre soin de leur ménage. Kabea-Kamwanga désormais isolé. Qu'est-ce que cela représente pratiquement pour la population de cette région et quelles mesures à prendre urgemment pour éviter la catastrophe? Nous recevrons dans ce journal Gabriel Kassonga, président du comité d'organisation d'un symposium qui se tiendra d'ici 4 jours au lac Mukamba. Mesdames et messieurs, bonjour. On ouvre ce journal avec des nouvelles terribles en provenance du Nord Kivu. Au moins 10 civils ont été tués, exécutés à la machette, maison de commerce incendiée ainsi que plusieurs biens pillés lors de l'incursion des terroristes ADF dans les villages Upende et Ilangé dans l'axe Mbao-Mantumbi à environ 25 km au nord de la ville de Beni. Parmi les victimes, on compte 2 femmes qui se trouvaient dans leur champ au moment des faits. La situation sécuritaire dans l'est du pays était donc au centre de l'entretien entre le lieutenant-général Fall Silaboué, commandant des opérations au Nord Kivu et Sud Kivu, ainsi que le corps sécuritaire étranger accrédité en RDC, selon le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Cette rencontre avait pour objectif de trouver des stratégies conjointes afin de mettre fin aux hostilités perpétrées par les rebelles du M23 dans le Nord Kivu. En sa qualité de commandant forces terrestres et commandant des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu, le lieutenant-général Fall Sikabwe a échangé tour à tour avec Madame Viviane Van de Per, représentante spéciale du secrétaire général adjoint pour la protection et les opérations de la MONUSCO, l'attaché militaire des États-Unis en RDC, le lieutenant-colonel Shod Brinton, ainsi que la conseillère militaire adjointe du secrétaire général des Nations Unies, général-major Cheryl Pierce. Leurs échanges ont tourné sur la situation sécuritaire au Nord Kivu avec l'agression rwandaise sous le label M23, a déclaré le lieutenant-colonel Njike-Kaiko Guillaume, porte-parole militaire. Il était question d'une historique et une chronologie des faits d'agression du Rwanda sur la République démocratique du Congo. Il a été relevé à ce sujet le nombre de fois que le Rwanda, depuis 1996 jusqu'à ce jour, a créé des différents mouvements armés pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo, ainsi exploiter illégalement les minéraux de la République. À ces hôtes, le lieutenant-général Fall Sikabwe en a profité pour appeler la communauté internationale à résoudre aux côtés de la RDC la problématique des FDLR, étant la raison avancée par les Rwandais pour agresser le pays de Lumumba. Le lieutenant-général Fall Sikabwe a fait savoir à ces différentes autorités que le problème des FDLR que brandit chaque fois les Rwandais pour expliquer sa présence en République démocratique du Congo est un problème que la communauté internationale doit nécessairement se joindre, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo pour trouver des solutions efficaces. Soulignons que le lieutenant-général Fall Sikabwe a par la suite procédé à la remise des brevets aux militaires du 34081e bataillon des FARDC ayant suivi la formation aux tactiques d'infanterie en présence du commandant de la force de la SADC et du commandant 34e région militaire. Laquelle formation qui a été assurée par les instructeurs sud-africains de la Samidi Arti. Matete a pris feu dans la nuit de dimanche à ce lundi. Plusieurs pavillons sont touchés, d'énormes dégâts matériels enregistrés, notamment des produits de vente. On fait le point dans ce journal avec Julien Mutombo. Il est bourgmestre adjoint dans la commune de Matete. Il a été joint au téléphone par Héritier Ntambwa. Comme nous l'avons tous constaté qu'il y a eu incendie du dimanche 26 au lundi 27 mai de ce mois en cours, il y a
pas perte de vies humaines, mais seulement perte de marchandises de commerçantes et commerçants qui vendent dans le marché urbain de la municipalité de Matete. C'est déplorable. Nous avons passé une nuit dans la Belle Étoile pour essayer d'étendre les faits avec le camion de Zorati incendie. Mais jusque-là, tout se passe très bien, sauf que de commerçants pleurent et on a interpellé nous aussi notre hiérarchie, on a écrit et d'ici là, la ville va essayer de délicanter des enquêtes enfin, de savoir clair c'est quoi la cause de cet incendie. Mais avec le gouvernement provincial, nous sommes en contact. Je crois que d'ici peu, ils vont réagir par rapport aux différentes mesures prises à ce que le vendeuse et vendeuse retrouvent l'ex-activité et l'ex-article perdu. En territoire de Kabeya-Kamwanga, le pont Loubi s'est effondré ce dimanche, coupant ainsi cette entité et la ville de Mbuji-Mayi, déjà confrontée à plusieurs défis majeurs. Cet événement malheureux vient empirer la situation de la population de ce territoire. Avec nous sur ce plateau, Gabriel Kasonga Mujangi, président du comité d'organisation d'un symposium qui se tiendra d'ici 4 jours au lac Mukamba pour parler justement du décollage de ces territoires dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est originaire. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, première question, on aimerait bien savoir ce que représente ce pont qui est tombé hier dimanche, alors que en 2021 à peine, c'est fut réhabilité par le Fonds de promotion pour l'investissement. Bon, monsieur le journaliste, ce pont, c'est une infrastructure d'une valeur terrible pour la province du Kasaï oriental. Elle est sur la nationale numéro 1, Kananga-Mbuji-Mayi. Or, Kananga-Mbuji-Mayi continue jusqu'à Kinshasa et Mwanda. Alors, c'est la seule voie qui amène des produits qui viennent des autres provinces jusqu'à la ville de Mbuji-Mayi. Aujourd'hui que ce pont est cassé, donc c'est tout, même pas une moto ne peut pas passer là-bas. Même pas les piétons, parce qu'on ne sait pas traverser cette rivière-là à pied. C'est très grave, très grave pour la ville et pour le territoire même, qui est déjà confronté à plusieurs problèmes, vous venez de le dire. Donc, c'est très sérieux et nous devons en prendre au sérieux. Alors, dites-nous, est-ce que pour le moment, il y a quand même eu quelques mesures, minimes soient-elles, pour pouvoir oui. régler le quotidien? Maintenant que je vous parle, il y a une délégation de l'Office des routes avec tous les experts de la province, donc de la province du Kasaï oriental, qui sont en Mbuji-Mayi, qui ont été dépêchés, pas sur les lieux, mais à Chinchankou, on est en train de chercher une voie de contournement, une route qui puisse prendre tous ces camions, aller par le territoire de Miabi et sortir vers Kamwena, ça pour là-bas amener jusqu'à par Kananga. Alors les experts sont là en train d'étudier, d'une part. D'autre part, on est en train de voir sur la rivière Loubi même à quel endroit on peut mettre des pirogues pour faciliter les piétons, ceux qui ont des motos et des vélos, afin de pouvoir traverser. Parce que maintenant, personne ne traverse. Ceux qui sont de Kabeya-Kamwanga, ils restent là-bas, et ceux qui sont du côté de Mbuji-Mayi, ils restent là-bas. Alors les équipes sont en train de travailler. Le gouvernement des provinces est sur les dossiers. Je crois que le gouvernement central aussi est déjà sur les dossiers. Nous croyons que dans les heures qui suivent, une solution sera trouvée. Tous les députés sont debout. Tous les ressortissants sont debout, vraiment tous on est debout, afin qu'une solution soit trouvée. Alors j'ai annoncé également en introduction, vous allez organiser un symposium dans 4 jours, c'est annoncé depuis quelques semaines déjà, mais est-ce que cet événement va avoir un impact dans l'organisation de votre symposium? Non, pas du tout. Pas du tout, nous sommes déterminés, là-bas nous savons y aller même à pied. Si on nous donne déjà quelques pirogues qui peuvent faciliter ceux qui sont sur la ville afin d'aller de l'autre côté, et nous allons partir. Et ça ajoute un plus aux débats, aux éléments, aux dossiers que nous devons traiter sur place au lac Mukamba. Donc, le pont ne nous empêchera pas parce que 80% des participants habitent déjà les territoires de Kamwanga. Donc, ils sont au-delà du pont. Nous croyons, il n'y a que moi-même qui reste encore de l'autre côté, mais je finirai par traverser. Monsieur Gabriel Kasonga Mujangi, merci. Je rappelle que vous êtes président du comité d'organisation de ce symposium qui se tiendra d'ici 4 jours pour évoquer la problématique du décollage de cette province dont le chef de l'État est originaire.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Les députés provinciaux élus de la ville de Bukavu, Anani Lunanga, étaient face à la presse pour présenter les résultats de ces récentes recherches menées concernant la montée des eaux du lac Tanganyika et la pollution du lac Kivu. Parmi les pistes de solutions proposées par ce parlementaire figure la démolition des maisons dans les 10 mètres de la rive pour le lac Kivu et 50 mètres pour le lac Tanganyika. La montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika avec effet direct sur les villes d'Uvira et Baraka au sud Kivu et Kalemi dans la province serre du Tanganyika. La pollution du lac Kivu qui affecte également le fonctionnement de la centrale hydroélectrique de la Ruzizi, les constructions anarchiques dans des sites jugés impropres au bord du lac Kivu et dans la ville de Bukavu. Voilà autant de sujets abordés au cours de ces face-à-face cordiales, axés essentiellement sur des questions environnementales. Le député provincial et rapporteur de l'Assemblée provinciale, Anani Lunanga, a présenté aux journalistes les résultats de ces recherches approfondies et proposé des pistes de solutions. Que le gouvernement puisse venir en aide à cette population-là d'Uvira en délocalisant cette population pour que cette population-là ne soit pas victime des maladies. Les pays concernés doivent financer les travaux de curage de l'exutoire du lac Tanganyika qui est la Lukuga. Nous devons limiter tant soit peu les activités de culture autour du lac Tanganyika et ses affluents. Au niveau de la ville d'Uvira, nous devons mener un travail de canalisation et au besoin détruire même des maisons. Concernant la pollution du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, l'élite de Bukavu a souligné qu'il faut en assurer une bonne gestion des déchets plastiques et organiques, tout en rappelant également que la loi interdit de construire à moins de 10 mètres des rives du lac Kivu et moins de 50 mètres des rives du lac Tanganyika. Au gouvernement de détruire toutes les maisons qui n'ont pas respecté ces 10 mètres-là des rives, parce que ces maisons-là mettent notre vie en danger, car leurs fosses septiques se jettent dans le lac Kivu. Le député provincial et rapporteur de l'Assemblée provinciale, Anani Lunanga, demande enfin au gouvernement de trouver un site pour la délocalisation des habitants victimes des dégâts collatéraux des eaux du lac Tanganyika et d'autres vivant dans des sites jugés impropres à la construction. Il faut encore attendre pour connaître les pièces rares qui feront partie de l'équipe de Judith Suminwa. Mais jusque quand, s'interrogent les Congolais au quotidien. Plus d'un mois après la nomination de la première ministre, son gouvernement se fait toujours attendre. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, l'investiture du gouvernement est placée parmi les priorités de cette session. Près de 50 jours après la nomination de Judith Suminwa comme première ministre, la sortie de son gouvernement traîne les pas. Ce qui a comme conséquence la paralysie totale de certains secteurs vitaux. Les retards, car toutes les grandes décisions ne peuvent pas être prises pendant cette période. Même les budgets ne peuvent être exécutés, donc rien ne marche. Pendant cette période, seuls les salaires et les frais de fonctionnement sont décaissés. Mais il faut dire que depuis 2019, la formation du gouvernement a toujours pris du temps. Par exemple, le premier gouvernement du premier mandat de Félix Tshisekedi a pris 95 jours avant sa formation et 100 jours jusqu'à son investiture. Et celui de Sama Lukonde a mis 57 jours avant la nomination des ministres, 2 mois et 11 jours avant son investiture. Il faut dire que lors de 2 mandats de Joseph Kabila, il y avait de la rapidité entre la nomination et la formation du gouvernement. C'est notamment le cas du gouvernement formé par le premier ministre Matata Ponyo. La durée d'attente n'était que de 10 jours. Dans celui des Muzito, l'attente n'était que de 16 jours. Celui des Bruno Tshibala et Sami Badibanga a mis 32 jours. Il n'y a apparemment que celui des Gizenga qui a mis 35 jours. Comparé à la formation de certains gouvernements depuis 2019, 39 jours paraissent minimes. Néanmoins, beaucoup attendent le changement rapidement. Et pour eux, plus d'1 mois, c'est long. Alors, qu'est-ce qui bloque? Cette fois-ci, selon les rumeurs, c'est une grande personnalité de l'Union sacrée qui aurait été à la base de la non-publication du gouvernement.
Cette dernière tiendrait bec-ongle à obtenir un ministère clé, le ministère du budget. Rien de tel n'est encore confirmé, sinon des grands changements sont attendus dans les prochains gouvernements. Dans l'attente d'une vraie formation, les Congolais espèrent un changement et auront encore des nuits longues. Au moins nommé, le nouveau gouverneur sera connu peut-être cette semaine. Hier, à l'issue des élections des gouverneurs organisées à l'Assemblée provinciale, 2 candidats ont obtenu le même nombre de voix. Aimé Pascal Mongo et Kevin Kosso ont obtenu chacun 9 voix. La centrale électorale va devoir organiser dans quelques jours le dernier tour de ce scrutin pour départager ces 2 candidats. Insécurité à Kinshasa, nous apprenons que la famille du journaliste John Lungila a été visitée dans la nuit de dimanche à ce lundi par des hommes armés. Un comportement que dénonce ce journaliste qui souligne que sa vie et celle de sa famille sont mises en danger. Les détails dans cet élément à suivre. Ils ont été surpris dans leur sommeil par cette scène dans la nuit des dimanches à ce lundi à Kinshasa. À en croire les journalistes John Lungila qui a révélé l'information sur son compte X, c'est vers 2 heures que l'opération a eu lieu. Une attaque conduite par des personnes en cagoule bien armées. Visiblement, tout est saccagé sur leur passage et rien n'est épargné. Selon la jeune sœur de John Lungila qui donne des explications dans cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la famille a été visitée par une dizaine de personnes bien armées qui, selon elle, visent un seul objectif, faire taire les journalistes de toute manière. En plein sommeil, j'ai senti quelqu'un me réveiller. Je pensais même que c'était l'un d'entre nous ici à la maison. Malheureusement, c'était un homme armé, en cagoule, qui m'a braqué, m'interdisant de parler. J'avais trop peur. Un d'entre eux m'a dit que ceci est un avertissement. Ce message est lancé à votre frère John Lungila. Rappelons que cette attaque intervient une semaine après celle de la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, d'où le renforcement de la sécurité de la population et de leurs biens est plus qu'indispensable. Les Léopards Box continuent d'impressionner au dernier tour qualificatif des éliminatoires des Jeux Olympiques 2024. Ce lundi, le champion d'Afrique en titre Pita Kabeji fera son entrée en lice. En football, nous irons avec le TP Mazembe chercher le titre ce mercredi face aux Aigles du Congo après avoir perdu face à Maniema Union. C'est le point avec Christian Bokaya qui est en train de me rejoindre sur ce plateau en courant. Christian, de l'autre côté, bonjour et bienvenue. Christopher Ochokoum. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. -1, vous glissiez tout à l'heure. Je suis sportif, c'est tout à fait normal. Hein. Sinon, j'étais avec les rollers samedi. Voilà, c'est ça l'entraînement. Oui, c'est ça déjà l'entraînement. Tant mieux pour vous. Alors, on va commencer avec les éliminatoires Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Les boxeurs congolais étincelants à Bangkok. C'est une très belle entame pour les boxeurs congolais à Bangkok. Nous sommes là bien sûr en Thaïlande lors du dernier tour qualificatif des Jeux Olympiques Paris 2024. Chez les dames, Brigitte Mbambi s'est qualifiée au 2e tour par arrêt d'arbitre au 2e round face à la Marocaine Lamidi. Chez les messieurs, victoire et qualification au 2e tour de Hassen Kabengela dans la catégorie des moins de 65 kilos. Et la victoire par KO de Steve Kulenguluka au 2e round face au Suédois Scott Jevin dans la catégorie des moins de 71 kilos. Puis ce lundi, on va dire tout à l'heure, le champion d'Afrique Pita Kabeji fera son entrée en lice face au Polonais Strazwaki Jacob. Pita Kabeji était déjà qualifié, mais il prend quand même part à ces éliminatoires. Question d'être en forme. C'est aussi le cas pour Marcela Sakobi qui est au camp d'entraînement en Thaïlande. Christopher Ochokoum.
Ligue nationale 1, play-off, Mazembe ira chercher le sacre lors de la dernière journée, tel que j'ai annoncé tout à l'heure. Le Corbeau n'avait besoin que d'un petit point hier pour s'adjuger, on va le dire ainsi, le sacre de la 29e édition de la Ligue nationale de football. Malheureusement, le club de Lubumbashi a courbé les chines face à la formation de Maniema Union. C'était bien sûr sur le score des 2-0. C'est une victoire historique pour le vert et noir de Kindu qui sécurise d'ailleurs leur place ou sa place en Ligue des champions de la CAF et revient à 3 points des Mazembe. Mazembe qui est premier avec 32 points et qui ira bien évidemment chercher son titre face aux Aigles du Congo. Ce sera bien sûr à domicile. Les Aigles du Congo, par contre, le club des Vidier Chimanga commence à relever l'Afrique. Les Samouraïs, comme on peut bien voir sur ces images, ont battu les Lumpa. C'était bien sûr hier au stade Frédéric Kibasa Maliba. Les cheminots avaient bien démarré la rencontre en allumant, j'allais dire, la première mèche par l'entremise des Patou Kabangu Molota, mais seront punis par Maxwell Djumekou, l'attaquant camerounais qui va signer un doublé dans ce match. Et les Aigles du Congo se pointent bien sûr en 4e position avec 20 points, soit à 4 longueurs du FC Saint-Éloi-le-Popo. Espérons que cette saison, il n'y aura pas de problèmes en dehors du terrain pour que les Aigles du Congo puissent frayer un chemin pour l'Afrique. Christopher Ochokoum. Effectivement, après avoir parlé des playoffs, on va parler des play-down cette fois-ci. Renaissance et DSMP à la porte de la Ligue 2. Waouh, DSMP. Ce sera quand même compliqué si les deux clubs ne réussissent pas à faire mieux ou à se qualifier ou à se maintenir à l'élite. Imaginez une édition de Ligue 1 sans Renaissance, encore moins le Daring Club Motema Pembe. Hier, les deux clubs rivaux de Kinshasa se sont quittés à force égale, soit sur le score de 2-partout. C'était bien sûr au stade Père Raphaël de la Quétule pour le compte de Playdown. Un résultat qui ne profite pas aux deux clubs puisqu'au classement, Rangers compte 7 points. Kouya en a 6, Étoile du Kivu 6 également, DSMP se pointe en 4e position avec 4 points et l'Olympique Club Renaissance du Congo est dernier avec un tout petit point. Bref, les deux clubs ont perdu, on peut le dire ainsi, leur niveau d'antan. Christopher Ochokoum. On va terminer avec votre sport favori du moment, le roller, journée d'exhibition à Kinshasa. Ouais, c'était un moment somptueux auquel nous avons pu quand même assister. C'était bien sûr à l'esplanade du Palais du Peuple. Ben, j'étais là. Avec les patins et tout? Non, moi j'étais sur le podium en train de mettre un peu de feu, genre voilà. L'ambiance. C'était un peu d'ambiance, mais j'ai pas chanté parce que là il y avait le podium, avec le micro. Mais j'ai pas chanté, Christopher, dans plusieurs styles, dans plusieurs catégories. On pouvait quand même voir les patineurs, les skateurs, les riders s'exprimer à l'esplanade du Palais du Peuple. Tout est parti, en tout cas du boulevard Triomphal où ils ont sillonné quelques artères de la capitale pour venir nous offrir un spectacle inédit. Ici, je voudrais qu'on voie en image l'extrait de ces garçons, de ces patineurs qui avaient sauté un véhicule. S'il vous plaît, ce n'était pas en largeur, mais bien sûr en longueur. Suivez. Un très 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 beau spectacle, un peu comme ce que j'ai vu aussi au mariage de HK Bantou. Ben oui. Votre spectacle à vous, Rufus et Nathalie Yoko. Ben, tout a commencé la journée. On a commencé au Palais du Peuple avec les Moudiata le soir chez Hervé. Hervé Kavoula, le monteur de Télé 50 qui a dit adieu au célibat. Il vous a laissé les brassards. Bon, je ne sais pas trop si vous allez assumer votre responsabilité. Merci beaucoup, Christian Boukaya, pour ces informations sportives et bien sûr ce moment de détente en début de semaine. On retrouve Nathalie Yoko le soir pour le jour de sport. Oui, elle est en forme. Nous l'avons manqué, ou elle nous a manqué pendant une semaine. Elle est de retour, Nathalie Yoko Posso, à 19h45. Elle sera là pour le journal Vespéral des sports. Merci beaucoup. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Au moins 10 civils ont été décapités dans une double attaque des terroristes ADF dans les villages de Upende et Ilangue, près de Mbaou, dans le Nord Kivu.
Un bilan qui pourrait toutefois s'alourdir selon les sources sur place. Nous avons également parlé dans ce journal d'une réunion d'urgence de sécurité tenue par le commandant des opérations dans la province. Le marché municipal de Matete, un des principaux dans la ville de Kinshasa, a pris feu ce dimanche soir. Le matin, tous les étalages se sont transformés en cendres, causant la désolation de nombreuses familles qui utilisent ce lieu de négoce pour prendre soin de leur ménage. Nous étions au téléphone avec le bourgmestre adjoint de la commune de Matete. Kabiaka Mwanga désormais isolé. Qu'est-ce que cela représente pratiquement pour la population de cette région et quelles mesures à prendre urgemment pour éviter la catastrophe? Vous avez suivi dans ce journal Gabriel Kasonga, président du comité d'organisation d'un symposium qui se tiendra d'ici 4 jours au lac Mukamba. Il s'est montré plutôt rassurant quant à la réaction. Ne nous quittez pas, Benjamin Moudiata intervient tout de suite pour la revue de presse. Benjamin, que je viens d'annoncer, me rejoint tout de suite sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, Benjamin. Merci à vous, Christopher Ochokume. Bonjour à tous. 4 sujets pour votre revue de presse. On va commencer tout de suite avec l'effondrement du pont Loubi. Le sujet a réveillé l'opinion ce dimanche avant le culte. Le lien coupé entre le Kasaï oriental et le Kasaï central, écrit la presse. C'est justement cela, les combles, Christopher Ochokum. C'était hier, dimanche matin. C'est ce que nous rapporte le média en ligne Radio Kapi qu'un camion de marque Mercedes en provenance de Kananga, Kasaï central, pour Mbujimaï au Kasaï oriental, a percuté la structure du pont avant de se renverser dans la rivière Loubi, tel que vous pouvez le voir ici en image au grand écran. Effondrement du pont Loubi, la connectivité économique entre le Kasaï oriental et le Kasaï central sévèrement impactée. C'est les titres à la une du média congolais actualité.cd aussi. Selon le témoin présent sur place, nous renseigne ce journal, c'est la surcharge du camion Christopher qui serait principale cause de cet incident. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, bien que 3 à 4 personnes aient été blessées. La facette la plus douloureuse de cet incident, Christopher, est purement économique, car le pont Loubi, situé à 41 km à l'ouest de Mbujimaï, est une infrastructure essentielle pour la connectivité économique entre la province du Kasaï oriental et celle du Kasaï central. Donc son effondrement constitue un coup dur, conclut ce journal, pour les échanges commerciaux et la mobilité des habitants de cette région. Après la première réunion du bureau définitif, nous sommes à l'Assemblée nationale, les tabloïds s'excitent. Justement, Christopher, après les élections au sein de l'Assemblée nationale au bord du précipice et la première réunion ce week-end, des réactions pleuvent sur les choses, car les choses sérieuses ont commencé, comme l'a lui-même affirmé le président de la Chambre basse du Parlement. Parmi les réactions, nous avons le message de félicitations du CTU, Mathieu Mavani, à l'endroit des membres du bureau définitif, particulièrement à Vital Kamerhe après son élection au poste de président. Ce journal souligne qu'en raison de cette brillante élection, le conservateur de titres immobiliers de Kolwezi 1, dans la province du Lualaba bien sûr, Mathieu Mayani, se fait l'honneur de féliciter Vital Kamerhe ainsi que toute l'équipe du bureau définitif de l'Assemblée nationale, tout en souhaitant que les choses s'améliorent, Christopher, au sein de l'Assemblée nationale au bénéfice du peuple congolais qui est le souverain primaire. On va passer au troisième sujet qui évoque la situation sécuritaire au Lualaba. Les autorités provinciales prennent la situation à bras-le-corps. Exactement, Christopher, c'est les titres à la une de l'hebdomadaire Le Pacifique et les titres est aussi revenus à la une des plusieurs tabloïds parus aujourd'hui à Kinshasa après plusieurs cas d'insécurité constatés dans la province cuprifère. Là-bas, le patron provincial de l'Intérieur, Déodat Kapenda, a tiré les oreilles récemment des hommes en uniforme. Dans ses colonnes intérieures, Christopher, cet article nous dit que nous renseigne que parmi les inciviques qui troublaient en fait la quiétude de paisibles citoyens au là-bas, la population a indexé également certains hommes en uniforme qui s'adonnaient à la tracasserie.
Prenons à bras-le-corps la situation. Le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, Deodat Wakapenda, a vite fait d'organiser une causerie morale à l'attention des éléments des FARDC et de la police dans sa province. Ces derniers a promis, après avoir réarmé leur morale, poursuit le journal Christopher, de punir sévèrement les brebis égarées au sein du secteur de la sécurité au Lualaba. Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour terminer, un important glissement de terrain a fait plus de 2000 morts. Nous devons l'affirmer, Christopher, ici, que c'était affreux, vraiment affreux. La majorité des tabloïds à l'échelle internationale ont abordé ce sujet, où l'on parle de plus de 2000 personnes ensevelies, Christopher, dans un glissement gigantesque des terrains dans un village de Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme vous venez de le dire. Selon une lettre des autorités du pays, Océanie relayée par le monde.fr, qui a titré « En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un important glissement de terrain frappe plus de 6 villages. 6 villages, Christopher Ochokoum, au même moment. Le même jour, ces médias renseignent que le gouverneur de la province d'Enga, Peter Ipatas, a qualifié le désastre de catastrophe naturelle sans précédent, Christopher, et seulement 3 corps ont été retrouvés selon un responsable local. D'un média à un autre, pour finir, France24.fr vient avec le titre qui souligne qu'il faudra probablement de jours, voire des semaines, Christopher, pour arrêter un bilan définitif. Ça aussi, c'est selon l'Organisation des Nations Unies qui a été consulté par l'agence France Presse. Voilà tout pour ce tour d'horizon de ce lundi 27 mai 2024. Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Benjamin Moudiata. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Ce journal est complètement terminé cette fois. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.